Les pistonnés, le talk des passionnés de Formule 1, vous connaissez l'adage, par nous, pour nous bien évidemment, comme chaque lundi, on va débriefer le Grand Prix qui vient de se terminer. Le Grand Prix nous avait donné rendez-vous cette semaine du côté du Qatar, du côté de l'oseille. Non, il n'y a pas de jeu de mots, il faut bien le prononcer comme ça. Quel plaisir surtout de vous retrouver après une semaine où les pistonnés ont battu leur propre record personnel avec l'avenue de Julien Febvre. Merci à toutes et à tous bien sûr d'avoir été aussi nombreux, aussi présents. 2 vidéos en tendance, plus de 200 000 vues cumulées sur la semaine dernière. On se souhaite bien évidemment des semaines comme ça à chaque fois. Retournons-nous maintenant désormais sur ce plateau et vers ceux qui ont participé à battre ces records personnels. Je veux bien sûr parler de l'esprit du H, monsieur Hamza Rahmani. Salut Hamza, ça va ? Ça va très bien après une telle course, un tel résultat. Surtout un tel résultat, un tel podium. Je parle de la 3e place, calmez-vous, calmez-vous. Bien évidemment. À tes côtés, l'homme dont BG n'est pas que l'acronyme, monsieur Brice Germain. Salut BG. Bruno Genesio, tu peux aussi, c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Tu t'es trompé d'émission. Hein. Comment ça va les amis ? Ça va toi ? Ouais, impeccable. J'ai un peu sur les rotules, mais ça va. Fatigué. T'as vu ton meilleur ennemi triompher hier hein. Lequel ? Ah, Alonso ? Ouais. Écoute, franchement, la course était si belle de sa part qu'il faut reconnaître les grandes performances. Ça, j'aime ton objectivité, tu vois, comme quoi, voilà, il n'y a pas que des fanatiques autour de cette table, et c'est ça qui nous plaît. Un invité aujourd'hui, Julien Febvre, je disais, était avec nous aujourd'hui, la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est Antoine Bedu, bien sûr, alias Monsieur le Pit Stop F1, qui nous fait le bonheur d'être avec nous. Salut Antoine, ça va ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Très très heureux d'être ici. Je suis le travail des pistonnés depuis le début de la chaîne, depuis les premières émissions, donc c'est un vrai kiff d'être avec vous aujourd'hui pour débattre. Écoute, bienvenue. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. On suit également ton travail. Raconte-nous un petit peu. Tu as lancé une chaîne il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Ouais. Et ça marche plutôt fort. En fait, à la base, moi, je suis en premier lieu un passionné de Formule 1 depuis tout petit par mon père à la base, par ma famille. Et puis aussi, je suis un passionné de journalisme, de médias. Et à un moment donné, il y a bientôt 2 ans, j'ai eu envie de créer mes propres contenus sur la F1. Je me suis dit, vas-y, moi aussi j'ai une caméra, moi aussi j'ai envie de parler de plein de sujets. Donc je me suis lancé. Et ouais, depuis, je me suis vraiment pris au jeu. L'objectif, c'est de vivre et de faire vivre ma passion et la saison de Formule 1, les saisons, les événements. Il y a plein de sujets à aborder et c'est un vrai kiff d'avoir la chance de pouvoir produire un contenu sur la Formule 1. La chaîne, bien sûr, le Pit Stop F1, n'hésitez pas à aller la voir. On donne de la force, bien sûr, à ceux qui en méritent, en tout cas, et à ceux qui ont le crédit pour le faire. Les amis, avant de commencer et d'ouvrir ce grand débrief, qu'est-ce que vous avez pensé de ce circuit de l'oseille du côté du Qatar ? Est-ce qu'on était assez, on peut le dire, on était un petit peu pessimiste avant ce Grand Prix du Qatar. Mine de rien, est-ce que dimanche n'était pas une belle surprise ? Si. Ouais, franchement, le fait qu'on ait cette largeur de piste et qui permette plusieurs trajectoires et du coup plusieurs possibilités d'aller dépasser, mine de rien, ça nous a donné un Grand Prix animé. Alors pas forcément devant, mais ça c'est pas la faute de la piste. On a quand même vu beaucoup de tentatives. Beaucoup au DRS aussi, c'est vrai. Néanmoins, ce premier virage offrait des perspectives de dépassement avec un côté sale qui était du coup plus difficile à négocier. Donc moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait des vraies possibilités et c'était pas une course chiante à mon sens. J'avais beaucoup d'espoir sur la qualification. J'ai pris beaucoup de plaisir sur la qualification. J'avais peu d'espoir sur la course, j'ai pris du plaisir sur la course. Donc globalement, c'est plutôt intéressant. Après, ça reviendra en 2023, ça parle d'un autre circuit. Oui. J'ai envie de voir quand même les nouvelles monoplaces sur ce circuit. Je pense qu'on peut encore passer un palier de niveau spectacle, mais c'était plutôt agréable. Surtout avec cette vitesse emmenée dans les virages, en effet, on aimerait bien voir le concept 2022 du côté du Qatar. Qu'est-ce que tu en as pensé, Antoine ? C'est ça que j'allais dire, justement, c'est qu'à la base, j'avais un peu peur que ça ressemble beaucoup à Bahreïn. Il y a le côté un peu visuel, la nuit, le sable, tout ça. Puis cette grande ligne droite et ce virage qui part à droite, et cette portion très sinueuse. Mais au final, ça apporte quand même quelque chose ce circuit pour, tu l'as dit, les grandes vitesses de passage dans les courbes, notamment le triple droit à la fin qui est assez exceptionnel. Après, il a quand même un peu les défauts de son époque, les longues zones de dégagement, les vibreurs qui abîment, les soucis sur les limites de piste. Du coup, il y avait 5, 6, 7 virages surveillés, donc ça on n'aime pas trop voir ça. Mais l'un dans l'autre, c'est vraiment un circuit qui fonctionne et je suis d'accord, j'aimerais bien aussi le revoir avec les fins 2022. Mais tu vois, tu parles des vibreurs et en l'occurrence pour Pierre Gasly par exemple en qualification. Moi j'aime bien. Ouais, moi, pareil. Tu sors trop large, t'es sanctionné. Ça fait partie du spectacle. Encore une fois, c'est la fameuse, ce qu'on dit depuis le début. Si tu mets un mur ou si tu mets du gravier, t'es puni. Là, tu sors un peu trop loin. T'as envie d'aller plus loin parce qu'effectivement t'as une grosse zone de dégagement.
Sauf que tu fracasses ta voiture, on l'a vu avec Gasly, on l'a vu avec Leclerc et d'autres. Et mine de rien, ça a quand même évité pas mal de sorties au large, quoi. Parce qu'on n'a pas eu tant que ça de sorties au large pendant la course. Surtout pendant la course avec les problèmes de crevaison, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait une... Il y avait une volonté quand même de rester en piste parce qu'effectivement, chaque passage au large était très risqué, quoi. Donc, par exemple, la plus grosse bagarre qu'on ait eue, ça va être Pérez-Alonso, ou Pérez-Ocon, Pérez-Alonso. Au premier virage et ça a été de toute beauté, quoi. Donc franchement si on est tous d'accord, et si on est tous d'accord pour dire que c'était de toute beauté, je vous propose tout de suite qu'on lance le débrief de cette 19e manche, 20e manche du championnat du monde 2021. Et oui, on est presque dans la dernière ligne droite, tu vas y arriver. Le Grand Prix du Qatar qui se tenait du côté de Losail, bien sûr, pour le week-end dernier. 20e manche du championnat du monde 2021. Premier Grand Prix du côté du Qatar qui faisait un lobbying important depuis quelques années pour rentrer au calendrier du championnat du monde. On regarde tout de suite les résultats à l'arrivée de cette course. La 102e victoire de Lewis Hamilton qui compte désormais une victoire sur 30 circuits différents. Il devance le leader au championnat du monde, Max Verstappen. Alonso est 3e, son premier podium depuis son retour en Formule 1. 2 Alpines dans le top 5, le premier top 6 de Lance Stroll cette saison, 2 Ferrari également dans le top 10, mais une seule McLaren, et ceci nous emmène tout naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix du Qatar. Les sujets, les voici. Alonso, 7 ans d'attente, 2 stratégies éclatées. Il sera bien sûr question du one-stop qui a fait éclater quelques pneus, mais également du deux-stop qui a éclaté quelques ambitions en tout cas dans cette course. La FIA est-elle en roue libre? C'est une question qui viendra clôturer ces 4 enseignements. Mais commençons tout de suite avec une première question. Est-ce qu'on aura le droit à notre finale incroyable? Eh bien, ça se dessine après ce Grand Prix, bien sûr, du Qatar, puisque, même si Hamilton et Mercedes étaient au-dessus du lot, on notera quand même que Max Verstappen a fait encore une masterclass dimanche. Alors, j'aime pas trop ce mot qu'on l'utilise toutes les semaines, mais il a été assez incroyable parce qu'il a réussi à limiter la casse en partant quand même 7e sur cette piste où on disait qu'il allait être très, très difficile, notamment de doubler. Verstappen, une chance de titre dès Jeddah, puisqu'on rappelle que s'il inscrit 18 points de plus qu'Hamilton dans 15 jours, il peut être sacré. Ça voudrait dire soit une victoire et Hamilton ne fait pas mieux que 7e, soit une 2e place et dans ces cas-là, Lewis Hamilton ne marque pas de points. Et puis l'autre question, celle qui m'intéresse le plus, est-ce qu'on aura le droit à une vraie finale du côté d'Abu Dhabi? Je vous ai mis un petit scénario. Si Hamilton gagne en Arabie Saoudite et fait le meilleur tour pendant que Max Verstappen prend la 2e place, les 2 pilotes seraient à égalité du côté d'Abu Dhabi. Juste avant de vous donner la parole, un dernier petit biscuit là, juste pour vous, la petite déclaration de Toto Wolff à l'arrivée de cette course. La bonne nouvelle, c'est que la voiture est vraiment rapide. Lewis contrôlait la course à l'avant et c'est une bonne indication de ce qui va arriver en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. Là-bas, nous allons sortir nos épices spéciales, le nouveau moteur de Lewis qui était au Brésil, donc preuve qu'il ne l'avait pas en tout cas ce week-end du côté du Qatar. Et on rappelle qu'à Interlagos, Red Bull a réveillé notre lion Lewis et vous voyez sa réaction maintenant. J'ai vraiment apprécié sa promenade dominicale à chaque minute. Un Toto de nouveau arrogant. Est-ce à dire que Toto est de nouveau confiant, les amis? Vos impressions sur ce final incroyable, peut-être qui se dessine. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Toto, il s'est mis au diapason de Christian Horner là. Oui, clairement. Concrètement, tu veux me sulfater? T'inquiète pas que derrière, il y a du Panzer qui t'attend, mon pote. Donc, oui, le final incroyable se dessine dans le sens où Mercedes a réuni 100% de ses forces et 100% de ses forces vives là-dedans, dans les cerveaux, pour aller battre Red Bull. Et on a l'impression, pour le moment, qu'ils ont plus de ressources et de possibilités de réglage que Red Bull. Red Bull s'en a un peu pris au piège là dans cette fin de saison. Alors après, ça change toutes les heures en fait, donc on va voir. Mais pour le moment, là, effectivement, on a l'impression que Red Bull est un peu le pied par terre, et on a aussi le sentiment que Red Bull a besoin d'une victoire à tout prix, une dernière victoire pour aller chercher quelque chose. C'est un peu ça. Totalement. Ouais, non, moi, je suis impressionné par le niveau de la Mercedes depuis 2 week-ends. Ils avaient été battus à Austin, Mexico aussi, mais Mexico, c'est vraiment particulier. Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils trouvent autant de solutions sur la voiture pour être à ce point
finalement quasiment imbattable parce que la bataille pour la victoire, il y en a pas eu ce week-end finalement. Bon, certes, la pénalité de Verstappen le met un peu loin au départ, mais j'ai envie de dire que même si Verstappen avait pris la tête au premier virage, je vois pas comment il aurait pu résister à cette Mercedes incroyable. Et effectivement, j'ai un peu l'impression que Red Bull est sans solution face à cette remise à niveau de Mercedes. Et quand je vois la déclate Toto, mais aussi la confiance et l'espèce de force immense qui se dégage du garage Mercedes, on a un peu l'impression que les boss de la Formule 1, qui sont depuis 7 ans, sont en train de revenir mettre le point sur le i pour dire ok, on a été challengé, mais là c'est comme ça qu'on finit une saison. Et je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout parce qu'on a déjà vu des dynamiques tourner plusieurs fois dans l'année, mais si ils vont au bout comme ça, c'est quand même un tour de force qui est quand même sacrément exceptionnel. Il faut se mettre à la place de Mercedes. Maintenant, si tu vises le titre... Alors déjà, à la place de Red Bull, à la place de Mercedes, est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui de viser les 2 championnats ou est-ce que tu vas fixer quand même la priorité sur le championnat pilote? Je sais pas. Après, Mercedes, au vu de la dynamique actuelle, je pense aurait tout intérêt en Arabie Saoudite de sacrifier Bottas, encore une fois. Tu lui fournis une voiture complètement neuve, mais complètement neuve. Comme ça, tu as un Valtteri Bottas qui peut se battre avec Lewis Hamilton, notamment pour Abu Dhabi, si jamais la course est décisive. Et du côté de Red Bull, il y a Perez. Bon là, il s'est passé ce qui s'est passé en Q2, mais peut-être aussi que du côté de Red Bull, il faudrait opter pour cette stratégie. Après, Red Bull, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'au championnat du monde constructeur, il y a un retard plus important. Bottas, il a passé 6 moteurs. 6. Est-ce que tu as vu une différence? Mais c'est pas grave, c'est juste pour le... Non mais attends, lui mettre une voiture neuve, au final, il faut que ça serve. Si tu le fais à 2 mais si tu le fais à Abu Dhabi, si tu le fais à 2 courses de la fin, ça change quand même un peu les choses. On l'a vu avec le moteur notamment utilisé par Hamilton au Brésil. On imagine que c'est un moteur qui va faire 3 courses dans la saison, mais c'est un moteur archi-dopé. Oui. Est-ce que Bottas saura se servir de la Mercedes de la même manière qu'Hamilton s'en est servi? Est-ce que Mercedes risque quelque chose à ne pas le tenter? Il risque de déplumer le devant de la course avec 2 Red Bull contre une Mercedes, et on a quand même vu que régulièrement, quand les 2 Red Bull sont là, ils arrivent à mettre en place une stratégie qui met à défaut Lewis Hamilton. On a vu du rythme, c'était flagrant. Au vu du rythme actuel de Mercedes, ou en tout cas de Lewis Hamilton, qui devrait du coup retrouver son moteur neuf en Arabie Saoudite, on n'est jamais à l'abri de rien. Évidemment, c'est le sport mécanique et c'est la Formule 1, mais est-ce que Lewis Hamilton n'est pas armé pour aller chercher la victoire tout seul? En tout cas, ils n'ont pas besoin de leur coéquipier, Verstappen et Hamilton. Ils ont leur destin entre leurs mains. Si Hamilton gagne les 2 courses, il est champion quoi qu'il arrive. Si Verstappen en gagne une des 2, je crois qu'il est champion aussi. Donc quelque part, moi je pense qu'en sacrifiant Bottas, Mercedes risquerait surtout de perdre le constructeur dans l'affaire, parce qu'ils sont qu'à 5 points Red Bull. Est-ce que c'est grave pour Mercedes? J'ai quand même l'impression que Mercedes vise beaucoup le constructeur. Ils en ont beaucoup parlé. Daimler veut s'engager de moins en moins en Formule 1. Ineos est présent, certes, mais Ineos, il ne paye pas l'intégralité du budget. Mais si tu veux, ils ont tellement gagné ce championnat. Enfin, ils ont tout gagné depuis le début de l'ère hybride. Aujourd'hui, en termes d'image, qu'est-ce qui ferait le plus mal? On parle d'argent. Perdre le... Oui, non, mais moi je te parle en termes d'image. Le plus problématique serait de perdre le constructeur ou le pilote. Je pense sincèrement... Après, je pense que c'est pareil du côté de Red Bull, même si Red Bull n'a pas gagné justement ce constructeur, mais... Si demain, je pense que tu demandes à Christian Horner et à Toto Wolff de choisir entre l'un des deux, je pense que les deux se dirigeraient vers un championnat pilote. Dernier scénario, on a parlé d'Arabie Saoudite, possible égalité avant Abu Dhabi. Ouais, c'est ça. À Abu Dhabi, on peut se retrouver avec une égalité Hamilton-Verstappen, on peut se retrouver avec une égalité Bottas-Perez, et on peut se retrouver avec une égalité Mercedes-Red Bull. Ce ne sera pas une vraie égalité, puisque le nombre de victoires n'est pas le même. On a Verstappen qui serait devant, et au final... Oui, mais si tu veux, à Abu Dhabi, celui qui terminerait devant l'autre, pour le championnat, pour le constructeur et pour la troisième place, serait devant. Vous y croyez à ce scénario-là? On va dire qu'aujourd'hui, on a plus envie de croire au scénario de la finale exceptionnelle du côté d'Abu Dhabi plutôt que le scénario d'un Max Verstappen titré. Si Lewis Hamilton, ça peut arriver aussi, c'est sport automobile. Si Lewis Hamilton se crache au premier virage, complètement. Forcément, là, à ce moment-là... Mais sur le papier, quand tu vois le tracé de Jeddah, pour peu qu'il soit fini, parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'électricité dans les stands pour le moment, c'est quand même dommage. C'est important. Mais on travaille un petit peu plus que 8 heures par jour du côté d'Arabie Saoudite. Non mais ce serait dommage qu'il soit au groupe électrogène quand même. Vu le tracé de Jeddah... C'est de la FE. Ce serait bien qu'ils viennent. Vu le tracé de Jeddah, en fait, normalement sur le papier... Il n'y a pas photo entre Mercedes et Red Bull. Donc la victoire plus le meilleur tour de Lewis Hamilton face à Max Verstappen, et du coup 8 points, c'est peut-être un des scénarios les plus probables. Donc si effectivement on arrive à Abu Dhabi avec l'égalité,
le week-end entier Moi, j'ai va être l'impression que quand il y a incroyable. quelque chose de très probable, Oui, voilà, Oui, ça ça arrive jamais. Et Surtout surtout, cette saison, oui. Vraiment, tout ce que je souhaite là pour le prochain Grand Prix, c'est qu'il n'y ait pas de casse mécanique ce serait pour Hamilton ou pour Verstappen. Qu'est-ce que j'ai flippé pour le championnat et l'intérêt du championnat quand j'ai vu ce deuxième virage de Max Verstappen où je l'ai vu aller au large et je me suis dit non, il va pas le perdre comme ça, pas là maintenant, ouais, en remontant une pénalité en plus qui est discutée par tout le monde. Non, mais il fait un départ en plus incroyable, Verstappen. Enfin, Ouais, bien sûr. c'est pas que tu t'y attends pas, finalement tu t'y attends, mais t'es quand même surpris. Je trouve qu'Alonso lui flingue la deuxième partie du départ, mais ça on leur dit. Après, il y a un côté très propre face à un côté très sale, donc c'était. Enfin, parce que c'était vraiment visible Toi, là. mais là. devant lui, t'as une Ferrari, je sais plus que c'était. Carlos Sainz. T'avais Sainz, oui, en l'occurrence avec Carlos Sainz. Il le mange assez rapidement et Oui, facilement. il s'est fait déposer, ouais, c'était assez violent. Ouais. Et j'allais dire, il y a un dernier scénario qui peut empêcher l'égalité à Abu Dhabi. C'est le cas où Valtteri Bottas profiterait d'une Mercedes super forte à Jeddah pour réaliser le premier doublé Mercedes de la saison. Il n'y a eu qu'un doublé cette année, c'est une McLaren à Monza. Et si enfin on peut avoir un doublé Mercedes dans la saison, bah là ça bénéficierait beaucoup à Hamilton qui arriverait en tête du championnat à Abu Dhabi. Mais voir Hamilton et Verstappen hors de P1, P2, c'est quasiment jamais arrivé de la saison. Donc oui, clairement on se dirige vers un scénario où il y aurait 0, 1, 2 points d'écart à Abu Dhabi. C'est qu'il y a un troisième. Oui, vas-y. Qu'importe la position de départ de Lewis Hamilton et la position de départ de Max Verstappen, on a l'impression que ces deux pilotes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, finiront 1 et 2. Un ou deux, ouais. C'est assez impressionnant. Et dernier point, on a parlé des possibles stratégies en l'occurrence avec Bottas, avec Perez. Red Bull peut se servir aussi de Pierre Gasly. Oui, Ce qui complètement. n'est pas le cas de Mercedes Alors, qui n'a pas. Oui et non. Hein. Enfin, il n'a pas le rythme après Ouais, il est pour pouvoir loin, les suivre. parce hein, que, mais il peut enfin, s'intercaler. Je te dis Sur une ça, stratégie, tu retiens Il peut un s'intercaler. pilote. tout à Pierre fait. Gasly a eu besoin d'une erreur entre guillemets en piste pour laisser passer Max Verstappen. Mais sinon, je te rappelle que lui a demandé. tu penses vraiment que c'est On écarté. lui a demandé. On lui a La demandé, radio, ouais. à la On lui a radio, on lui a demandé. demandé. Donc on a fait un truc qui est illégal. Après, ça, je te laisse. Il y a un Mais c'est illégal. il y a un la petit radio, chapitre sur les FIA, on en parlera. la radio de Pierre Gasly, c'est J'ai pas zone entendu. DRS. You can let him by. C'est très clair. Et si tu vois le comportement de Pierre Gasly Oui. sur la ligne droite, c'est DRS fermé. Max Verstappen le passe, DRS ouvert. Et au moment où Verstappen complète son dépassement, Gasly à ce moment-là ouvre son DRS. Enfin, tu penses pas qu'il y avait moyen autrement que d'aller salir ses pneus et de se mettre dehors? Enfin, je pense qu'en fait, il Non, s'est mais dit qu'il y ait une bon, erreur, je le qu'il y ait laisse une passer erreur. là parce Non, mais que j'ai l'erreur. à ce Qu'il y ait une moment-là. erreur. Non, mais évidemment, je ne dis pas qu'il y ait l'erreur, c'est possible et c'est même probable. Maintenant, même s'il n'y a pas d'erreur, je pense qu'à ce moment-là, et en tout cas, c'est ce qu'on dit à la radio, on va être factuel, ce qu'on dit à la radio de Gasly, c'est laisse passer Verstappen. Ouais. Il y a un troisième scénario auquel vous n'avez pas pensé aussi. Est-ce que Verstappen n'aurait pas tout intérêt à s'accrocher avec Lewis Hamilton dès À le Abu prochain Dhabi. Grand Prix Non. Dès à le Abu prochain Dhabi. Grand Prix. Bah oui, t'as été assuré. Mais alors- je dis ça, alors attention, c'est très malhonnête et bien évidemment que Max Verstappen ne pense pas comme ça, mais ça te donne 8 points d'avance avant la finale à Abu Dhabi, ça peut être Bah, aussi l'un si tu réfléchis de cette manière-là, et je pense qu'à mon avis, ça a dû passer par la tête d'Helmut Marko à un moment donné. Tu penses Ah, tu sais que Non. le mec a voulu, Un saint le comme mec, lui. Un le mec saint a voulu homme. donner le Covid à ses pilotes, donc à partir de là, si tu veux un crash, bon, c'est pas forcément très très dangereux pour lui. Si Max Verstappen termine deuxième à Jeddah, Max Verstappen a entre guillemets son destin entre ses mains. Exactement. S'il veut aller accrocher Lewis Hamilton à Abu Dhabi, ça serait ignoble, ça serait ultra moche. Je pense pas que ce soit ce que veut Verstappen, mais il y a un moment donné. Il y a peut-être deux fils qui vont se toucher dans le cerveau, hein, parce que Alors là, on il y a va tellement en partir- on jeu va partir que dans la fiction totale. c'est ça. Mais si ça Science-fiction. arrive et qu'à Abu Dhabi il y a égalité et que Verstappen, bah Mercedes peut utiliser Bottas pour détruire Verstappen Non, avant, que Verstappen n'a touché tu sais Hamilton. pourquoi Parce Parce que qu'il- la F1 c'est du bowling. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà trop fait. Passons au deuxième enseignement dans ces cas-là. Arrêtons de parler de bowling. Cette discipline ne nous intéresse que peu. À On part n'a le pas samedi envie soir, que ça se termine avec comme ça. un coca, Ah bah ouais, une non. jolie dame au bras, bien évidemment. Deuxième enseignement, Fernando Alonso, 7 ans d'attente, 7 ans qu'il attendait. Eh bien, ce nouveau podium, P5, bien aidé par la sortie de Gasly lors d'une qualif magistrale dans le dernier run de Q3. P3 sur la grille après les pénalités, suite notamment aux pilotes, et on y reviendra plus tard, qui n'ont pas ralenti à la sortie du drapeau jaune et du double drapeau jaune. Au final, son 98e podium en F1. Il enferme Verstappen au départ, avantage décisif. Il fait un dépassement sur l'extérieur sur Gasly absolument extraordinaire. Une stratégie également audacieuse, une gestion parfaite des pneus. Et ça, il faut le souligner parce qu'on l'a souvent reproché à Fernando Alonso dans la F1 moderne. Alpine qui avait un excellent rythme tout le week-end. Voilà ce qui explique le podium et la belle course de Fernando Alonso. Et la conséquence, c'est qu'Alpine inflige un sérieux 25-0 à Alpha Tauri qui est désormais presque KO à 2 courses de la fin. Regardez un petit peu les propos de Laurent Rossi, le grand patron d'Alpine en Formule 1. C'est son premier podium depuis son retour dans l'écurie. Je dois dire qu'il le mérite vraiment au vu de sa saison. Nous savions qu'une grande opportunité se présenterait aujourd'hui avec les
pénalités touchant des voitures autour de nous. C'était à lui de se placer dans le match, à l'équipe d'exécuter la bonne stratégie avec les bonnes décisions au bon moment et à l'équipe des stands d'effectuer un arrêt parfait. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées et le résultat final est mérité. Laurent Rossi, qui n'a aucun lien bien sûr de parenté avec Tino, Valentino et tout le reste, qu'est-ce que vous avez pensé ? Qu'est-ce que ça vous dit un petit peu ce podium de Fernando Alonso, éternel Fernando Alonso, j'ai envie de dire. En fait, il y avait toutes les conditions réunies pour que ça se passe bien. Mais cette saison, toutes les conditions réunies ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait un élément supplémentaire. Et en l'occurrence, le pilote, la stratégie, là, ça a été une maestria de tout le début tout le week-end. Alors, il y a des circonstances qui permettent ça. Hein. L'Alpine au Qatar, c'est un circuit fait pour cette voiture. C'est une moto, l'Alpine. Hein. Elle fonctionne beaucoup mieux sur les circuits de rythme très rapide, avec très peu de changements importants de vitesse. On l'a vu de toute façon. Hein, les deux voitures étaient largement supérieures à leur performance habituelle. Et à côté de ça, ce qu'il y a de bien avec Alpine, pour nous Français en tout cas, c'est que dès qu'ils ont l'opportunité, généralement la stratégie, elle est bien menée. Et là, en l'occurrence, ils ont pris un risque pour faire ce qu'ils ont fait. Et ça a payé parce qu'ils ont un Alonso pilote qui a su gérer sa gomme pour une fois. On a une Alpine qui fonctionnait et du coup, ils étaient sûrs de leur force pour aller chercher ce podium. Et à partir de là, ils font exactement ce qu'AlphaTauri n'arrive pas à faire alors que la voiture est bien meilleure en temps normal. Et Alonso, il l'a dit justement sur cette partie stratégique, c'était une volonté, clairement, de partir sur une stratégie à un arrêt, tout en ne sachant pas le niveau de dégradation, comment allaient se dégrader ces pneumatiques. Et si tu prends l'ensemble des 20 pilotes, Alonso et Ocon sont les deux seuls pilotes avec Mazepin, qui était sur une stratégie inversée, partant médium, terminant tendre. Mais Alonso et Ocon sont les seuls pilotes à avoir fait une stratégie à un arrêt avec des tendres. Ils ont été impressionnants sur la conservation de la gomme. Au niveau du timing, on n'a pas l'impression qu'il y ait d'erreur de leur part. Je trouve la course pleine et effectivement, ça vient récompenser. Alors déjà, Alpine score lorsqu'ils peuvent. Et ça vient, je trouve, aussi récompenser la saison de Fernando Alonso. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure. Mais au niveau de la course, il fait sa course. Grosse défense sur Pérez. Il se bat face à des voitures plus fortes. Il essaye de les retenir. Départ, jusqu'au bout, mais départ, ouais, le départ est excellent, avec autorité sur Pierre Gasly. D'ailleurs, sur le départ, il te dit quand même en zone JTV. Oui. Je pensais être premier après le premier tour. Il a dit qu'il pouvait aller chercher Lewis Hamilton. Ouais, il a cru. Non, je pense vraiment qu'il se disait bon, au vu, je pars partie propre juste derrière Hamilton. Lewis il joue le championnat, il va pas. Bon, je vais. Voilà, c'est l'ambitieux, c'est le lion, comme il dit, défend comme un lion à Esteban Ocon. Lui, c'était un lion encore une fois sur la piste et il a été. En fait, ça fait juste plaisir de le retrouver, pas à ce niveau-là, parce qu'il a toujours été à ce niveau-là, mais de le retrouver récompensé. Devant de la scène, complètement. Ça, non, je suis totalement d'accord avec les gars. Et ce qui me frappe le plus dans ce podium, c'est que généralement, les podiums surprises, ils sont dus à beaucoup de faits de course. Et quand on regarde, il n'y en a pas beaucoup des faits de course qui ont bénéficié à Alonso. Il y a la crevaison de Bottas qui change les choses. Il y a le fait que Pérez, Red Bull, le mette sur une mauvaise stratégie qui, évidemment, lui ouvre une porte. Norris aussi. Norris, voilà, mais je pense que Norris l'aurait quand même pas eu à la fin, parce qu'il était 8 secondes derrière sur la. Et le rythme de Alonso était meilleur que celui de Norris. Mais quand on regarde sur l'ensemble du week-end, Alonso, il mérite totalement ce podium. En qualif, en Q2, il passe en Q3 avec les pneus soft quand Pérez, lui, n'y arrive pas. Il est le seul, ça c'est vraiment, je veux le souligner, le seul à avoir correctement réagi avec l'incident de Gasly en fin de Q3. Il s'est arrêté sans même qu'on lui mette un drapeau jaune, c'est le seul. Donc quelque part, il mérite de monter sur la grille en troisième position totalement. Son départ, il est magistral. Les manœuvres sur Gasly sont parfaitement un petit bémol quand même sur le move sur Verstappen, même s'il ne le voit pas. Mais c'est du Alonso, lui ruiner la course. Est-ce qu'il le voit vraiment pas? Moi j'ai un doute. Compliqué. Je suis l'avocat de Fernando Alonso. Moi j'ai un doute. Moi je pense qu'il sait qu'il est là, mais qu'il lui dit non, tu ne passeras pas. Moi j'aime ces pilotages-là. Championnat, pas championnat. Là à ce moment-là, c'était pas un Fernando Alonso chez McLaren qui se battait en fond de grille et qui se retrouvait. Et c'était la fête Alonso pour les 3 premiers tours. Là c'est Alonso. Chaque membre, il voulait chercher Gasly. Il y avait une place, je pense que lui visait le podium ou au moins le top 5, mais vraiment je pense même le podium. À ce moment-là il se dit il fait sa course quoi. Puis comme il a dit, cette deuxième place au départ était vraiment le point clé de sa course. Sans ça, il a répété en interview, sans ça vraiment la course changeait et je pense qu'au final il n'y a peut-être pas le podium au bout. On voit que ça joue à 3 secondes au final avec l'aide d'une virtual safety car. Oui aussi donc au final s'il prend pas la P2 au départ, il le sait que son podium il le vise déjà quasiment plus. Non voilà. Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est que dans cette saison folle où on a quasiment tout eu, quelque part un podium d'Alonso c'était une des dernières choses qui nous manquait. Il y a 13 pilotes qui sont montés sur un podium. Il y avait l'Alpine, il y avait les 2 McLaren, il y avait tout le monde. Il n'y avait pas Alonso, ça y est, on l'a. Et c'est vraiment mérité pour
faire une image complète de la saison, je trouve. 13 pilotes sur le podium, comme en 2005, 2009, 2012. À chaque fois, il y avait Alonso sur les saisons, sur les podiums. Et au-delà, on en parlait un peu tout à l'heure sur Alpine. Autant la victoire d'Ocon en Hongrie, elle est merveilleuse, elle est surtout inattendue. Et elle est surtout consécutive à des faits de course. Ouais. Là, à la régulière, P3 Alonso, P5 Esteban Ocon, il n'y a rien à redire. Le rythme de la Alpine était impressionnant sur l'ensemble du week-end et personne aujourd'hui ne peut venir. Alors oui, il y a la crevaison et l'abandon de Bottas, mais au final, si tu fais P4, P6, le week-end complet d'Alpine, de Fernando Alonso et d'Esteban Ocon est justement récompensé par des résultats qui ne sont pas consécutifs à... Il y a une stratégie à la Williams chez Alpine, c'est-à-dire que vraiment elle va fonctionner que sur un certain type de circuit et ils sont rares ces circuits. On n'a pas vu beaucoup de fois l'Alpine être autant dans cette situation-là de performance. Et ces performances, elles sont vraiment dues, j'insiste, au tracé qui convient bien à l'Alpine. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, l'Alpine est certainement en performance pure largement inférieure à l'AlphaTauri, mais que sur, par exemple, 2 courses qui leur convenaient, ils ont réussi à scorer, si je dis pas de bêtises, 65 points en 2 courses. Alors, c'est vrai, il y a ça, mais moi, par exemple, je trouve que Alonso, on en parlait hier lors de la préparation de l'émission, c'est au Mexique où il fait P9, alors que la voiture n'a pas du tout les caractéristiques du tracé, et je trouve ça je trouve ça presque aussi impressionnant que la performance, bien sûr dire. Comme disait Jean-Louis Moncey lors de la première émission, c'est exactement ce qu'on demande aux champions. Exactement, c'est ce qu'on demande aux champions. 2674 jours d'attente. C'est fou. Ça va, on se sent un peu mieux ce matin, Hamza, on peut le dire. Un petit peu plus détendu, il y a quelque chose qui a changé ce matin en se réveillant. Hongrie 2014. Hongrie 2014. Schumacher, Tsunoda, Mazepin. J'étais jeune. 12. Schumacher, Tsunoda, Mazepin étaient en karting à ce moment-là. Enfin, c'est fou. Non, mais bien sûr. Et c'était déjà une Red Bull et une Mercedes à côté de lui sur le podium. Preuve qu'en Formule 1, on garde bien sûr c'était la même Mercedes. Les bonnes recettes, les mêmes recettes et les bonnes recettes. On referme cette page Alonso. Hamza vous l'a teasé. Ce sera l'objet du débat Fernando Alonso. C'est pour ça qu'on garde un petit peu nos billes et on se retrouvera mercredi, bien sûr, pour en discuter tous ensemble. Le 3e enseignement est ce titre Made in BG, Made in Brice Germain. 2 stratégies éclatées avec 2 approches dans le cadre de ce Grand Prix. La première approche voulait un seul et unique arrêt dans ce Grand Prix. Cette approche a été récompensée quand on voit le classement notamment des Alpines, de Ferrari et d'Aston Martin qui ont réussi à surperformer par rapport à ce qu'ils auraient dû nous proposer, on va dire, s'ils avaient eu une approche similaire aux autres. Une approche qui était quand même risquée. On a vu des crevaisons chez Bottas, ça a ruiné complètement sa course. Une crevaison chez Norris, ça a ruiné sa course. Et ça a ruiné aussi également les courses des Williams qui manquaient de rythme quand même ce week-end. La deuxième approche voulait une stratégie en 2 arrêts. Un pari jamais gagnant. Alors j'ai mis un point d'interrogation, c'est plus un point d'exclamation que j'aurais pu mettre à l'image de la stratégie des AlphaTauri et de Sergio Pérez. On a l'impression que dans cette F1 moderne, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, si vous optez pour la stratégie 2 arrêts, vous êtes à coup sûr perdant. La seule exception, c'est Lewis Hamilton et Max Verstappen qui vivent dans un autre monde et qui avaient besoin bien sûr de sécuriser du fait notamment des crevaisons importantes tout autour du circuit. Je vais donner la parole bien sûr aux accusés et aux victimes. L'accusé, c'est bien sûr monsieur Isola, le patron de Pirelli en Formule 1, Mario Isola, qui disait ceci: certaines équipes voulaient un arrêt parce qu'elles ne voulaient pas perdre trop de temps au stand, mais nous avions prédit un double arrêt à cause de l'usure sur l'avant gauche. Certains pilotes ont rencontré des problèmes probablement dus à forte usure et au choc à grande vitesse contre des trottoirs agressifs. Nous effectuerons une analyse complète à Milan, mais cela n'a pas été causé par une énergie excessive et sous-estimée. Tous les pneus à l'arrivée étaient très usés et pour certains presque à 100%. Le fameux graphique Amazon à droite. Le fameux graphique Amazon, en effet, qui ne veut absolument rien dire, appelé Madame Irma par Julien Febvre la semaine dernière sur ce plateau. La parole désormais, bien sûr, aux victimes. Ils sont 4 à avoir été victimes de ces crevaisons. Lando Norris, cela ne devrait tout simplement pas arriver, pas après une vingtaine de tours. Pirelli doit améliorer ce pneu et pas qu'il n'éclate sans avertissement. Même propos pour Valtteri Bottas, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et quand ça fait plusieurs fois, ce n'est pas idéal. Surtout s'il n'y a pas d'avertissement, je suis sûr qu'on en reparlera. George Russell, aucun signe ne nous a permis de prévenir cette crevaison, mais pour être honnête, on savait, on avait prévu que ça pouvait arriver. J'avais juste pas de rythme, donc pas d'autre choix de stratégie. Et puis son coéquipier Nicolas Latifi, quand George a crevé, je me suis dit que mes pneus à gauche allaient bien puisque j'avais rien à perdre. J'ai poussé, mais j'ai crevé. Voilà en tout cas pour les propos des 4 personnes à l'arrivée. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est les équipes qui forcent trop pour rentrer dans cette obligation de stratégie à un seul arrêt pour performer au mieux, ou est-ce que c'est Pirelli qui propose un pneu qui éclate sans avertissement?
J'ai un peu le sentiment que c'est la faute des équipes, car Pirelli hier disait, je crois, 26 tours pour les médiums. Bottas, il en fait 33 au moment où il crève. Norris, de tête, je crois qu'il s'arrête au 29 et au 49e tour, donc je crois qu'il fait 24 tours. Donc on est plus ou moins dans la fenêtre de Pirelli aussi, un truc comme ça. Donc oui, quelque part, fallait s'y attendre. On disait tous que la piste était abrasive, dure avec les pneus, le secteur, enfin toute la partie, tout le cœur du circuit, sauf la ligne droite en fait, est très très dur avec la voiture, avec les pneus. Il y a des vibreurs qui sont tranchants, donc oui, clairement c'était dangereux de tenter la stratégie à un arrêt. Et en avant-course, tout le monde, Pirelli, la F1, les analystes, prévoyaient une stratégie à 2 arrêts. Donc voilà, ceux qui l'ont tenté, effectivement, on le voit là, c'est très clair. Hein. Vous voyez, Alonso, Ocon, Stroll, Sainz, Leclerc, ceux qui ont tenté un arrêt, ils ont largement eu raison au final. Mais il y avait une part de risque qui était quand même assez grande, notamment, on l'a dit, pour Alonso ou Ocon, qui partent avec les softs, comme l'a dit Hamza. Voilà, je pense qu'effectivement, à l'arrivée de cette course, le 1 arrêt s'impose comme la bonne stratégie. Mais quand on revient avant la course, ça me paraissait assez dur à prédire. Et surtout, ça comportait une part de risque. On l'a vu pour Norris, qui n'a pas pu faire marcher la stratégie, il a crevé et ça le fait basculer sur 2 arrêts. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que la seule stratégie qui était viable nécessite une course à l'économie. Parce qu'on ne pouvait pas rouler à fond à 1 arrêt. Et à 2 arrêts, la différence entre les gommes avec un arrêt au stand n'était pas assez grande pour qu'on puisse voir une réelle différence. Donc au final, la seule stratégie viable, c'était de conduire ultra safe, pas aller sur les vibreurs et faire attention à ces gommes. Et c'est au final ce qu'a fait Fernando Alonso, c'est ce qu'ont fait les Ferrari. Et ok, ça a fonctionné. Maintenant, moi je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas attaquer. Et ça, c'est problématique. Alors après, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas reprocher aux écuries d'avoir trop utilisé les vibreurs? Pas parce qu'ils sont plats que ça reste pas des vibreurs. Sur quel circuit on est autant allé sur les vibreurs cette saison? Là, en fait, on a toléré, on a mis dans le règlement que les vibreurs faisaient partie de la piste. Des limites de piste, et qu'on pouvait avoir que 2 roues sur les vibreurs. Mais quelque part, le règlement, il est mal foutu, là, parce que tu vas mettre une partie de la voiture dans de l'astroturf et tu mets de l'autre partie de la voiture sur un élément qui va vibrer, qui va avoir des lamelles qui vont aller agresser le pneumatique. Au bout d'un moment, je suis pas forcément ultra surpris que ça arrive, et si on abuse des limites de piste, que ce soit la FIA en déclarant que ça c'est légal et les écuries en se disant comme c'est autorisé on va le faire, il y a un peu une irresponsabilité de se dire oui, ça va éclater à un moment donné, c'est une loi physique quoi. On est les premiers, il me semble que tu fais partie de cette émission, et quand je dis on, t'en fais partie. De ce clan, tu veux dire. Fais gaffe. On peut pas rigoler avec ça, ça s'est passé hier. Tu vas te faire sortir et tu vas prendre une tarte, je te le dis tout de suite. Non mais Brice, on est les premiers à être contre les limites de piste. On veut des limites, enfin moi en tout cas je veux des limites naturelles, et j'ai envie de te dire, s'il y a des pistes comme le Qatar, comme Sochi, etc., s'il faut que les pilotes redessinent le circuit parce que tu sors trop large, à un moment ils tomberont sur une limite. On peut pas venir, ce serait hypocrite de notre part de venir dire ouais mais pour ce Grand Prix les limites de piste on a dit que c'était pas la ligne mais c'était les vibreurs. D'un avis personnel, mais je vais tout de suite refermer la parenthèse parce que c'est pas le débat, je pense que les vibreurs font partie de la piste et que sur tous les GP on devrait avoir une limite de piste sur les vibreurs. Je referme cette parenthèse. Mais j'ai envie de te dire que les pilotes qui ont peut-être trop attaqué pour certains ont été punis. Oui, c'est bien fait. Voilà, donc au final tu peux dire limite de piste, pas limite de piste, caractéristique du circuit ou pas, c'est le pilote qui reste maître et qui reste juge. Moi il y a juste une petite chose qui me dérange, en l'occurrence sur ce GP du Qatar, la course était le soir, avec des températures forcément différentes de la journée. Et finalement, les pilotes n'ont pas pu faire des relais courses dans les conditions de la course, dans les conditions météorologiques, dans les conditions climatiques de la course. Ça, je trouve que c'est problématique et qu'il faudrait peut-être changer EL2, non de ce côté-là. Pardon ? En EL2, non ? T'avais des conditions c'était similaires. à 15h et heure Ah oui, française. d'accord, c'était- t'avais un petit décalage, ouais. C'est, je sais pas, est-ce que tu peux te permettre de faire des essais libres en journée quand les qualifications et la course, Se passe la nuit. c'est le soir ? Petite question, parce que c'est beaucoup revenu dans les propos des pilotes, cette notion d'avertissement. Qu'est-ce que veut dire les pilotes ? C'est-à-dire qu'en fait, au moment où ces pneus éclatent, il n'y a pas de chute de performance, il n'y a rien qui indique que cette crevaison puisse être justement anticipée. C'est quelque chose qui vous pose problème ou pas ? Ils sont tous pleins de vibrations. Mais oui, en plus, oui. Pour moi, en plus, ils avaient tout entre les mains. Pirelli, on a vu ce qu'a dit Isola, il avait prédit exactement ce qui allait se passer. Les pneus avant gauche, les vibreurs, dégradation autour du 25-30e tour, c'est exactement ce qui s'est passé. Les équipes avaient à disposition les éléments pour anticiper la dégradation
dégradation des pneus. Voilà, je pense qu'ils ont été un petit peu trop ambitieux sur cette stratégie. J'ai envie de croire les pilotes, parce que tous ne disent pas, ou tous n'ont pas dit qu'il y a eu des vibrations. Certains t'ont dit, j'espère qu'ils ne mentent pas, parce que c'est quand même un sujet sérieux, ils t'ont dit, moi j'ai pas eu d'avertissement, j'ai pas eu de vibration. Certains l'ont dit, je crois que Bottas avait parlé de vibration, enfin je sais plus qui a parlé de vibration, mais d'autres ont dit, il y a pas de... Alors là effectivement ça peut être problématique. Maintenant encore une fois, c'est le risque pris par les pilotes, ou surtout par les stratégistes et les écuries. Pour certains, le risque a été payant. Pour d'autres, il n'a pas été payant. C'est le sport automobile. Exactement. Il n'y avait pas tout à fait de stratégie gagnante. En tout cas, il y avait 3 possibilités avec un petit peu de chance de la réussite et surtout énormément de gestion. Si Fernando Alonso, juste pour conclure, si Fernando Alonso, il n'y a pas la virtual safety car et qu'Alonso crève dans le dernier tour, Alonso, on le voit à la radio, il était inquiet et Alpine était également inquiet. Si ça arrive à Alonso, ça fait aussi partie du risque. Le risque est payant. Là, en l'occurrence, il y a une virtual safety car. C'était gagnant. Ça a tout changé, en effet. C'est vrai qu'Alonso qui a vraiment baissé énormément son rythme quand la salve de crevaison, bien sûr, a commencé. 4e et dernier enseignement, parlons de la Fédération internationale de l'automobile, excusez-moi. Une FIA en roue libre. C'est la question qu'on se pose, en tout cas ce lundi matin. Une FIA déjà sous pression. Il y a eu la demande de révision de Mercedes, au tout début de ce week-end qatari. Une demande de révision qui aurait pu tout bousculer si elle avait été acceptée par la FIA. Ça aurait fait un cas de jurisprudence, un cas sans précédent qui aurait obligé d'ailleurs la FIA à changer les règlements. La demande de clarification aussi également de Red Bull qui met la pression sur la FIA, qui met la pression sur Mercedes concernant la flexibilité notamment de l'aileron arrière. Et puis ce constat qui nous saute aux yeux, mais c'est pas la première fois, un cruel manque de constance parce que on le rappelle et on en avait parlé la semaine dernière sur ce plateau, le mot d'ordre Let them drive, du côté d'Interlagos. Et pour le coup, il y a eu un drôle de discours au briefing pilote du côté du Qatar, puisque les commissaires sportifs, en tout cas, qui se sont adressés aux pilotes lors du briefing, leur ont dit, alors, à Interlagos, c'était let them drive, mais ici, peut-être qu'on prendra des sanctions, ou en tout cas, on jugera différemment s'il venait à y avoir des frictions telles qu'on en a vu du côté du Brésil. Alors, la constance dans tout ça, la question de l'interprétation, est-elle trop importante aujourd'hui, bien sûr, en Formule 1? Et puis, il y a la question aussi également des sanctions suite au drapeau jaune sur le dernier run après la sortie de Gasly en Q3. On a vu les sanctions, bien sûr, de Verstappen et notamment de Valtteri Bottas, en effet, qui ont été sanctionnés à 90 minutes du départ. 90 minutes du départ, pourquoi? Sans doute pour empêcher et Mercedes et Red Bull, en tout cas, de faire des recours, puisqu'une fois que la course est partie, on ne peut plus faire de recours. Donc, en tout cas, si c'est ça la justification, c'est scandaleux. C'est pas la justification officielle, mais c'est une des justifications, en tout cas, qu'on peut apporter ce matin. L'une des hypothèses, en tout cas, c'est scandaleux, en tout cas, que cette décision arrive aussi tard. Donc, sur un événement en tout cas qui a eu lieu la veille et justement qui montre peut-être que soit la FIA est sous pression, soit la FIA est en roue libre. Votre avis et votre impression un petit peu sur tout ça ce week-end, Antoine? Alors perso, sur le cas Hamilton-Verstappen au Brésil, je peux comprendre dans l'instant qu'il n'ait pas ouvert d'enquête. Je peux comprendre que 5 jours après, ils n'aient pas envie de réouvrir une enquête. Alors ça pose des problèmes au niveau de la constance, au niveau de la jurisprudence, au niveau des questions de pousser un adversaire dehors, de gagner un avantage en étant hors de la piste. Ok, mais c'est de l'interprétation, c'est le règlement sportif. Donc là, ok, je peux comprendre. Par contre, pour ce qui s'est passé en Q3, là, moi, je peux vraiment pas comprendre. Déjà, le premier problème, c'est qu'il y avait un pilote arrêté sur la ligne droite à la fin d'une séance de qualification et la FIA mettait pas de drapeau jaune. Ça veut dire que pour la FIA, ça ne représentait pas un danger. Premier souci. Deuxième souci, c'est dans la pénalisation des pilotes. Alors, il y avait un Marshall qui a agité son drapeau, qui est le seul à avoir fait son taf. Donc, quelque part, Verstappen et Bottas devaient le respecter. Sainz n'a pas été pénalisé parce qu'il a avorté son tour, mais il freine 300 mètres après Gasly. Il n'a pas freiné dans la zone de danger, donc pour moi il aurait dû être pénalisé. Et on a aussi eu Ocon, Vettel et un autre pilote qui est Norris, qui ont tous les trois pas respecté un panneau jaune dans cette fin de Q3 et qui n'ont même pas été convoqués chez les commissaires, alors que clairement, si on regarde les on-board, c'est clair, ils n'ont pas freiné devant un panneau jaune. Donc ma question maintenant, c'est à quoi servent les panneaux, à quoi sert le panneau jaune, quoi. Je ne comprends pas cette incompétence sur la fin de Q3, à la limite de l'interprétation d'un règlement sportif. Pourquoi pas, mais un manquement aussi grave à la sécurité et aussi à l'équité, j'arrive pas à comprendre. Moi je le comprends tout à fait, c'est la volonté du spectacle, simplement, au détriment de la sécurité. Encore une fois, à partir du moment où il y a Gasly qui fracasse son aileron avant, il me semble que l'aileron quand même de Pierre Gasly se désintègre sur le vibreur, donc potentiellement sur la trajectoire. Donc potentiellement tu peux avoir des débris sur la trajectoire. Donc il y a un premier drapeau jaune. En tout cas, je vais suivre le synthé qu'on nous mettait au niveau de la réalisation internationale. Il y a un premier drapeau jaune.
Gasly reprend, ça marche en avant au ralenti, mais reprend, ça marche en avant. Drapeau vert. Là, c'est drapeau vert. Ouais. Pourquoi il y a ce drapeau vert Pour moi, l'explication, elle est simple, c'est volonté de permettre aux pilotes de terminer le tour en dépit de tous, en dépit des potentiels débris dangereux pour les pilotes, en dépit donc de la sécurité des pilotes. Pour moi, c'est le spectacle. Et encore une fois, bon après, paraît-il, tout va bien en Formule 1. Voilà, vous connaissez mon avis, mais encore une fois, là, à ce moment-là, je trouve inacceptable. Et après, moi, je peux comprendre que les pilotes, alors, Verstappen n'a pas ralenti ni au drapeau jaune, au premier drapeau jaune, il n'y était pas encore dans la zone, ni au double drapeau jaune. Lui dit, ouais, mais il y a eu ce drapeau vert. Ouais, mais Red Bull, en fait, ce que reproche la FIA notamment, c'est que Red Bull n'ait pas dit à la radio de Max Verstappen, attention, il y a eu un premier drapeau jaune, ou il y a en ce moment même un double drapeau jaune. Mais, ouais. Et Horner dit qu'il n'y avait pas le voyant sur son il y a des volant. limites. C'est faux parce que vous allez voir, on a l'image en barco et on voit bien la diode jaune. Surtout que Max Verstappen. Surtout, Ah, peut-être. Ou alors c'est moi qui ai mal lu le. T'as raison, surtout c'est que Max peut-être. Verstappen, c'est vrai que selon les écuries Regarde, et selon les DRS, Ouais. normalement, Selon on le les voit, écuries, Petit regarde. doute sur le DRS. selon les Ici, pilotes. là. Voilà, ici. J'ai un petit doute. Je sais De toute façon, pas. sur le même écurie, Mais de toute façon, Théo Pourchère nous expliquait que tu peux avoir un Oui, c'est bouton vrai que tu qui... peux Mais personnaliser. regarde sur cette image. Il n'y a pas trop d'informations. Est-ce que, en fait, je vais te dire un truc passéiste au possible, mais est-ce que le drapeau simple à devoir regarder n'est pas juste la solution, dans le sens où c'est ça l'information qui prime? Pourquoi on fait des informations à deux vitesses? Aujourd'hui, le pilote, il peut avoir l'information sur son volant, par les panneaux lumineux et par des drapeaux. Et Drapeau qui voit rarement d'ailleurs. et elles ne sont pas toutes les mêmes. Donc, Mais, ouais. au bout d'un moment, qu'écoutez, c'est un peu la même situation qu'avait vécu Lewis Hamilton à Monza en 2020, où au final, il a un message qui va être contradictoire à ce qui est affiché en piste et ce qui va être affiché à l'entrée de la pit lane. Donc, il y a une sorte un petit peu d'incompétence dans l'inconstance parce que il y a quand même 3 pilotes qui passent sur la ligne, il y en a un qui passe avec drapeau vert, un qui passe avec drapeau jaune et un qui passe avec double drapeau jaune, avec une situation qui est la même. Pierre Gasly qui est en difficulté. Si tu remets l'image plein pot, Polo, tu vas voir quand même que là, il y a un problème parce qu'il y a un drapeau jaune à gauche, à droite, il y a 2 drapeaux verts. Alors on me dit les drapeaux verts, c'est parce que c'est pour la pit C'est dans lane. la pit lane, ouais. Et dans ces cas-là, pourquoi le Mais c'est pilote qui est dérangeant, en piste peut voir ces drapeaux verts? Moi, je me mets à la place de Verstappen. À ce moment-là, je cherche à accomplir et à conclure ce tour. Mais si j'ai 2 drapeaux verts à droite et un drapeau jaune à gauche, alors peut-être que eux au briefing on leur a dit attention sur cette partie de la piste, il faut voir à gauche et pas à droite. Ça je ne le sais pas. Ouais. Mais je trouve problématique. Et puis en plus, ce qui est regrettable pour Max Verstappen, c'est qu'à ce moment-là, il est en retard et il ne va pas l'améliorer son tour. Et ça, sauf si lui refuse, si lui l'enlève de son tableau de bord sur son volant. Il me semble que tous les pilotes ont le delta justement d'amélioration ou pas sur leur volant. Donc au final, c'est 5 places de pénalité pour rien finalement pour Max Verstappen. J'aimerais juste revenir sur un fait avant de te laisser. Très rapide. Ouais, c'est le briefing des pilotes avec les décisions ne seront pas les mêmes car les commissaires ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Trop d'interprétations, Non, mais- des règlements pas assez. Non mais ça sert à quoi de faire un livre de règles techniques et sportives de 150 pages pour t'expliquer qu'en fait, selon le juge, ça va différer? On est où? Est-ce qu'on est dans un mauvais collège ou parce que tu te fais corriger par la bonne prof d'espagnol, tu vas avoir une meilleure note? Non mais je comprends pas. Le passé. D'où ta haine de Fernando Alonso, je comprends bien aujourd'hui. Un point, attends, excuse-moi, la grille de départ. T'en parlais tout à l'heure. La grille de départ, il y a un règlement. La grille de départ provisoire doit être publiée au plus tard 4 heures avant le début du tour de formation. Ce qui veut dire qu'à 11 heures, heure française, on aurait dû savoir quelle aurait été la position de départ pour Max Verstappen, pour Valtteri Bottas et donc pour les autres pilotes. Moi, ça me pose problème parce que déjà, en termes stratégiques, moi, je me mets à la place de Verstappen et à la place de Red Bull. Je prépare pas la course de la même manière si je pars 2e ou si je pars 7e. T'as 1 heure et demie pour le plan. Là, déjà, c'est un premier problème. Deuxième problème, moi j'attends avec impatience, j'espère que c'est pas ce que tu m'as dit, mais j'attends avec impatience. C'est une J'espère hypothèse, qu'on ce que aura je disais tout à l'heure. la justification officielle, ouais. parce que pour moi c'est inacceptable. Moi je te dis, encore une fois, loin de moi l'envie d'être de mauvais esprit, mais moi tout ce que j'entends, et la seule explication que j'ai, c'est ils voulaient faire la fête à Doha le soir, ou au Qatar le soir. Du coup,
allez, on laisse ça à demain. demain, Sinon, à c'est un demain. métier, si vous n'êtes pas content, barrez-vous et laissez la place à d'autres. C'est fou. Ouais. Exactement. Voilà en tout cas pour ce 4e enseignement. La FIA est-elle en roue libre? N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo et en commentaire à nous donner bien évidemment votre avis. On fait un petit point très rapidement sur les classements constructeurs et constructeurs. L'écart se resserre puisqu'il n'y a plus que 8 points d'écart entre Verstappen et Hamilton. Perez revient à 13 points de Bottas. Leclerc est lui à 1 point de Lando Norris. La bascule pourrait opérer dès le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et puis du côté des constructeurs, plus que 5 points d'écart en faveur de Mercedes devant Red Bull. Ferrari prend un peu plus le large à la 3e place avec 39,5 points d'avance. Et puis Alpine, plus 25 sur AlphaTauri. Est-ce que l'avantage sera décisif? On aura une réponse en tout cas sur le sprint final. Les amis, avant de refermer ce débrief du Grand Prix du Qatar, vous le savez, nous avons rendez-vous chaque week-end de Grand Prix le samedi sur Winamax TV autour de Kinshu et dans cette très belle émission qu'est Pole Position pour jouer déjà un petit peu avec les sous comme ça sur les cotes et tout, etc. Et puis aussi également pour évoquer les grands sujets d'actualité de la Formule 1. Le grand sujet cette semaine, c'est Antonio Giovinazzi qui va quitter Alfa Romeo à la fin de cette saison. Il sera remplacé par le chinois Zhou. Et on en parlait justement sur le plateau. Je propose qu'on fasse réagir nos amis juste après. Écoute, Antonio Giovinazzi, à partir du moment où tu as dit que c'était un très bon pilote, comme tous les mecs qui sont sur la grille, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Pour moi, le seul fait d'arme, c'est qu'il a réussi à, lui, être motivé au volant de cette voiture qui ne vaut pas un clou et à essayer de faire de bonnes choses. Il en a fait quelques-unes. Mais pour autant, est-ce que ce qu'il a fait justifie réellement de le garder une année de plus dans une écurie qui a besoin de fonds? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, quand tu recrutes un Valtteri Bottas qui va être très bon metteur au point parce qu'il sort juste de 5 ans avec la meilleure voiture du monde, derrière, tu n'as pas de sous et tu as un zoo, pardon. Donc du coup, il faut aller recruter un mec quand même qui t'amène de l'argent. L'écurie va être en faillite. Donc à partir de là, Giovinazzi, qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qu'il amène à Alfa Romeo? Qu'est-ce qu'il donne à Alfa Romeo si ce n'est... il n'a même pas de résultat, juste de battre Raikkonen en qualification. C'est son fait d'arme. Je vais faire très rapide. On a vu le tweet. On a vu le tweet. Et sa déclaration. On peut le réafficher de nous. On le réaffiche. La F1, c'est du talent, de l'émotion. En somme, tout ce qu'il n'a pas, ou tout ce qu'il n'a pas montré, en tout cas, sur les 3 dernières années. Donc merci, au revoir. C'est dur, non? Non, mais si, la seule perf. Alors, question collégiale, quelle est la perf de Antonio Giovinazzi en Formule 1? J'ai un exemple et il est circonstanciel. C'est Brésil 2019, abandon des 2 Ferrari, abandon de Bottas, pénalité pour Hamilton. Là, à ce moment-là, il a pris la 5e place. Bravo à lui, c'était fantastique. 3e à Monza Et en il me 2020 au restart, mais Raikkonen était 2e. Attends, tu veux me parler sur 2 virages, il était 3e et donc du coup on va mais sortir les tifos et voilà. Donc c'est ce que j'ai en tête, c'est tout. C'est un garçon dont on retiendra les occasions manquées, une coupe de cheveux façon Jésus. Malheureusement, c'est pas assez pour rester en Formule 1. Et sur les 3 saisons, j'ai fait un petit calcul. Kimi Raikkonen 57 points, Antonio Giovinazzi 19. Kimi Raikkonen est en pré-retraite. Et c'est peut-être Alors qu'il y en a un qui dort sur la grille. Exactement. C'est peut-être là l'argument principal. Allez, la vie en plateau, le nôtre, on l'a entendu avec Brice et moi-même. Je vais commencer par toi, Antoine, ton avis sur ce départ de Giovinazzi. T'es d'accord avec qui? Est-ce qu'il a raison d'être aigre doux, notre ami? Alors déjà sur le côté sportif, je pense qu'au final il n'y a pas grand chose à dire. Effectivement, cette année il est attendu pour faire la différence, dominer vraiment Kimi, montrer Alfa Romeo qui pouvait être celui qui allait reprendre le flambeau pour l'an prochain. Alors, sa saison, il y a des moments intéressants, mais sur la globalité, clairement, il n'a pas répondu aux attentes du tout. Donc voilà, malheureusement sportivement c'est logique. Tu rajoutes à ça le fait que le mec, il est énigmatique, il est silencieux. Personne ne s'intéresse à lui quasiment. On n'a pas d'attache avec lui. Même pas l'Italie. Il n'est pas intéressant, mais on a l'impression que les Italiens le connaissent même pas. Enfin, le mec c'est une énigme. Il a traversé ses 3 ans quasiment sans jamais se montrer. Tu rajoutes le fait que Ferrari, quelque part, n'a plus d'intérêt à les soutenir avec Carlos Sainz, avec Mick Schumacher, avec les autres qui peuvent arriver derrière. Il y a trop d'argent à mettre sur la table pour contre Ezou. Clairement, voilà, ça on mène à cette situation. Après, le fait qu'il soit un peu aigre-doux, comme tu dis, je peux lui laisser le droit d'avoir le seum de quitter la F1 quelque part. Sans être belge. Enfin, c'est terrible. Ouais, voilà. Mais après, d'un autre côté, c'est vrai que c'est un peu l'hôpital qui se fout la charité parce que sans Sean Gelael et KFC, il n'aurait jamais eu une carrière dans le sport auto. Sans Ferrari, il n'aurait jamais piloté une F1 même lors d'un essai. Donc oui. Mais voilà, décision logique et j'ai envie de le laisser être un peu salé. Il a le droit. Voilà, c'est un peu triste. Être salé, mais le courage aurait voulu qu'il dise tout ça lorsqu'il était sous contrat pendant la saison dernière avant d'être prolongé. Tu verrais bien, toi. Là, c'est juste t'es viré. Du coup, à partir du moment où on ne le prolonge pas, j'ai envie de te dire que tout ce qu'il dit après n'importe pas ou importe trop peu. Ce qu'il dit, tu peux le condamner, tu peux être en désaccord, mais il faut le dire quand t'es en F1, quand t'es bien installé chez Alpha. Là, tout ce qu'il dit. Après, pour revenir sur Monza, pour nous quand même, il a une
part une toute petite, mais il a quand même une part sur la victoire de Pierre Ah oui, Gasly, oui. puisque Ouais, finalement c'est il est vrai, devant. Il retient. Voilà. Après, effectivement, oui, c'est un Antonio Giovinazzi qui a sur une 3 ans, carrière c'est faible, anonyme. hein. Oui, non, mais Sur évidemment. 3 ans, évidemment. il faut être français pour Il y a pouvoir des s'en pilotes- réjouir. il y a des Il a pilotes qui mené ont un été. tour à Singapour aussi. En j'ai étant, oublié, tu vois. en retardataire, voilà, dernier à Ah, s'arrêter. Tu Il a te mené rends un compte tour qu'on à voit Singapour. citer en 3 ans Non, mais Voilà. Bon, je propose qu'on arrête là sur Giovinazzi, Il y a peut-être. des pilotes qui ont été écartés de la F1 bien avant pour moins que ça. Exactement. Pascal Verlaine, Verlaine. c'est deux saisons. Van Dorn, c'est 2 saisons. Clairement. Bref, en tout cas, il y aura plein d'exemples. Voilà les amis, en tout cas, pour ce qu'il fallait retenir de ce débrief du Grand Prix du Qatar. On regarde le programme qui vous attend dès mercredi pour la partie magazine avec l'immense débat consacré à Fernando Alonso. Un retour réussi pour l'ami Fernando Alonso. C'est la question qu'on vous pose. Est-il devenu un bâtisseur? A-t-il une autre histoire à écrire avec la Formule 1? Toutes les réponses des pistonnés et d'Antoine Le Pitstop, bien évidemment, retrouvées dès mercredi à midi. Et il y aura le quiz et le grand retour du jeu de la grille. Il était demandé par nos amis ici. On a eu toute une réunion, ils m'ont dit il faut que le jeu de la grille revienne. Le jeu de la grille est de retour cette semaine. Prenez soin de vous les amis, n'oubliez pas les rendez-vous Winamax chaque samedi bien sûr après les pole positions après les qualifications, et puis le lundi et le mercredi ça se passe sur First Team Sport, la meilleure chaîne qui puisse exister tout simplement dans le monde. Tout simplement, bonne journée, prenez soin de vous les gars.